Je vais vous dire ceci. Le peuple congolais, c'est un peuple travailleur. Si la Belgique est construite aujourd'hui, pendant la colonisation, il y avait peut-être 2 blancs qui encadraient plus de 500 Congolais pour la production de l'EVA, ça vous savez, des caoutchoucs. C'est-à-dire, le peuple congolais... Mais ces Belges-là avaient aussi un monitoring agricole. Voilà, c'est un peuple travailleur. Oui. Si le gouvernement mettait en place une politique agricole distributive à tous, ok? Parce que dernièrement, je vois tout devient partenariat. Public-privé. On cherche un privé, on lui remet l'argent pour qu'il produise. Moi, je ne vois pas quelqu'un de Farage, comment il peut sortir à Farage, venir chercher les haricots ou encore les riz ici au Bas-Congo. Ou encore à quoi? Ou quelqu'un de Bas-Congo, si Boukangalos était à Farage. C'est impossible. Par contre, moi j'ai toujours dit ici au Parlement, il faut faire une bonne redistribution de revenus national. C'est-à-dire, même si nous n'avons rien, faire en sorte que la population rurale soit encadrée, que tout le monde soit bénéficié, dans le niveau le moins possible, là ça ira. Là ça ira. Alors, on a parlé tout à l'heure, en début d'émission, parlant des ressources, j'ai évoqué les ressources minières. Aujourd'hui, on dit que ces ressources-là ne suffisent plus. Tout simplement parce que y a, vous savez, la fluctuation de cours de matières premières. Aujourd'hui, le gouvernement ou les pouvoirs publics ici en RDC cherchent à reviser le code minier. Où en êtes-vous au niveau du Parlement? Et qu'est-ce que vous voulez insérer dans ce code minier qui n'avait pas, il y a cela... plus de 10 ans, parce que la dernière révision, je crois, remonte à 2002, si je m'abuse. Oui, je crois que le gouvernement avait déposé le projet de révision des codes miniers au Parlement et nous l'avons traité, nous l'avons examiné, nous l'avons déclaré recevable. Le ministre des Mines est venu défendre la position du gouvernement. Eh bien, d'une part, il a prouvé qu'il y avait nécessité vraiment de réviser les codes de 2002. Et d'autre part, il y a aussi les investisseurs. Il y a aussi les investisseurs aussi la Chambre des mines, qui n'est pas aussi tout à fait d'accord avec ce changement, parce qu'ils ont signé des contrats avec le gouvernement, compte tenu de ce contrat-là, et des montants investis pour la récupération par rapport aux années qu'ils ont signé avec le gouvernement. Mais je crois les dossiers à la commission, les commissions sont en train de traiter, et puis ça va revenir encore à la plénière pour qu'on débatte le rapport et voir cette proposition du gouvernement. Parce que le gouvernement a proposé, ce n'est pas le Parlement qui vient ajouter. Le gouvernement a proposé pour la survie de la nation, il a proposé au Parlement, et le Parlement doit légiférer, doit voir vraiment est-ce que c'est nécessaire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut modérer, qu'est-ce qu'il faut ajouter, voilà. Donc c'est ça le travail du législateur, c'est en commission, je crois que la commission est en train de travailler et d'ici là, quand ça va terminer, on va voir. Vous savez, chez nous, c'est la démocratie. Tout se termine par les votes. Si les députés vont voter ce texte-là tel que déposé,
où certains articles seront réduits ou encore certains articles seront ajoutés. Ça dépend du travail de la commission. Est-ce que vous pensez que, par exemple, que la révision de ce code minier peut contribuer à l'amélioration du climat des affaires ici au Congo? Non, la révision du code minier, c'est une chose, et le climat des affaires, c'est une autre chose. Parce qu'il faut faire la perspective. Oui, parce que ces textes peuvent aussi garantir une certaine sécurité juridique aux investisseurs. Oui, c'est ça le gros des problèmes. Vous savez, moi, ce que j'ai trouvé dans ce projet du gouvernement, le gouvernement a bien travaillé ces projets de loi de révision du code minier. Il y a des points positifs. Ça, franchement, il faut que je vous le dise. Il y a vraiment des points qui sont améliorés par rapport au budget, au code de 2002. Mais il y a aussi d'autres articles qui inquiètent. Par exemple, laissez-moi vous relater un peu, laissez-moi un peu vous parler. Allez-y. Ce que j'ai trouvé de positif, c'est du côté social. Ok, la responsabilité sociétale. La clause sociale, oui. Oui, oui. Parce qu'il y a des clauses sociales. Avant, la révision de la notion, par exemple, des cahiers des charges, il n'y en avait pas au code de 2002. Mais cette fois, on l'a intégré. La présentation de paiement de fisc, c'est-à-dire toute entreprise minière est contrainte à présenter officiellement tout ce qui paye à l'État, tant au niveau provincial que national. Ça permet à la population de savoir on a payé, voilà, on a payé autant, tout ça. Oui, oui. Là, ça aide. Aussi, il y a dans ce nouveau, disons dans la révision, c'est prévu aussi la réservation de 3% de chiffre d'affaires de l'entreprise qui sera affecté pour le développement de la communauté locale. Ça vient encore appuyer. Aussi, on a répété encore ce que vous avez dit, les 40% de la redevance minière. Mais attention, la redevance minière n'est pas la rétrocession. La redevance minière, c'est le 40% doit être rétrocédé à la province productrice, rien que productrice. Ok. Dans lesquelles, à la province aussi, il y a les 25% pour servir toute la province et les 15% pour le territoire où la production a été faite. Dans ce contexte de crise économique mondiale, la RDC a tout intérêt de sécuriser les investisseurs. Vous prenez par exemple une province comme le Haut-Ouélé, dont vous êtes originaire, je prends votre province. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement qu'une seule grande compagnie qui exploite l'or. C'est, pour ne pas la citer, Kibali Gold Mine. Est-ce que vous pensez que cette loi que vous allez voter va sécuriser, par exemple, ces compagnies minières-là? Le problème de la révision du code minier, moi personnellement, je pensais qu'il faut d'abord faire l'évaluation rationnelle du code minier de 2002. Depuis que le code minier de 2002 a été voté, promulgué par le président de la République, comment on l'a appliqué? En termes de quel pourcentage? Okay? Qu'est-ce que ça produit réellement? Quel était l'impact de ces codes-là pour la République et pour la province d'origine? Voilà. Ça, c'est d'abord une chose. Nous savons que le pays est en difficulté, le pays a besoin d'argent. Mais on ne peut pas voter une loi parce qu'on a besoin d'argent maintenant. Vous savez que
on vote une loi pour résoudre un problème social, un problème économique ou encore un problème juridique. Et ce n'est pas parce qu'on a besoin des élections aujourd'hui ou on a besoin de payer les personnels parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, sinon, cette loi deviendra une loi, excusez-moi avec le terme, investicide. Hein? Une loi qui va tuer les investissements. Vous savez qu'actuellement, il y a la compétitivité entre les provinces. Alors, nous, là-bas, nous n'avons que le parc de la Garamba et la seule entreprise, ce Kibali Gold Mine. Quand vous parlez de compétitivité, et ce n'est pas seulement... Quand on parle de la compétitivité, c'est-à-dire la compétitivité, quand nous faisons une loi, par exemple notre code minier, vous savez, nous sommes à la mondialisation. Dans la mondialisation, c'est la compétitivité qui compte. C'est-à-dire le gouvernement, selon moi, devrait d'abord améliorer le climat des affaires pour permettre aux investisseurs de venir plus nombreux, investir dans notre pays, en fait d'augmenter l'assiette fiscale, que de se contenter sur le même investisseur et augmenter l'assiette fiscale sur le même investisseur. Ça sera asphyxier, en d'autres termes, le... Oui, mais l'amélioration du climat des affaires passerait par quoi, selon vous? Par la réduction des taxes, par quoi? Pas seulement par la réduction des taxes, c'est-à-dire par des conditions que le pays doit mettre aux investisseurs. Mais il y a déjà un guichet unique. Non, ce n'est pas d'abord le problème des guichets uniques. Vous savez, j'ai été dans une session de la francophonie au Maroc. Quelque chose m'avait tiqué. Nous avons les guichets uniques là-bas. Ok? Vous pouvez créer votre entreprise de 3 jours. Dans 3 jours. Ok? Vous avez le document. Vous n'allez pas travailler. Il faut avoir des autorisations des ministères qui peuvent vous bloquer jusqu'à ce que vous resterez avec une entreprise sur papier. Ça, c'est ici ou au Maroc? Ici, même chez nous. Même chez nous. Nous avons un camp d'un investisseur qui est venu monter l'usine de panification pour la ville de Ouacha et d'Ourba. Une grande usine. Il a quitté la Grèce. Il a créé l'entreprise. Mais l'autorisation, ok? Il a tous les documents. Mais l'autorisation, il n'en a pas. Ok? Et les machines sont encore là dans les conteneurs. Ça fait 4 ans, diront. Ça, je vous l'ai dit. C'est ça le problème. C'est ça, et c'est ça ce que nous disons, le climat des affaires. Aujourd'hui, créer l'entreprise, 2-3 jours, vous avez les documents. Mais écrivez au ministre s'il va vous répondre. Mais c'est ça le problème, c'est ça le climat des affaires. Le contrôle parlementaire, ça sert à quoi? mais monsieur, nous, quand vous laissez les ministres il y a combien de Congolais, leur bon vouloir, il y a combien de Congolais, ok? Leurs humeurs. Nous ne pouvons que savoir quand il y a une plainte, ok? Quand il y a un Congolais le cas que X, vous avez évoqué de oui, les dossiers, on l'a amené. Investisseur grec. On a amené les dossiers et nous suivons les dossiers auprès des ministres. Mais ça fait 4 ans. Oui. Donc on a eu à changer de gouvernement entre-temps. Plusieurs gouvernements. Plusieurs gouvernements. Mais ça n'a jamais été débloqué. Voilà, c'est ça le problème. Je vous dis, il faut améliorer le climat des affaires. Il faut mettre les conditions dans lesquelles les investisseurs peuvent venir dans notre pays que d'aller ailleurs. Il n'y a pas seulement l'or, le cobalt, l'étain, les coltas au Congo. Au Zimbabwe, il y en a. Au Botswana, au Mali, ailleurs. Qu'est-ce que le gouvernement fait afin que quelqu'un puisse décider que j'aille investir au Congo qu'au Botswana? C'est ça la compétitivité. C'est ça la compétitivité. Donc, même vous avez parlé des fiscs. Ils vont voir l'accessibilité au site. Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a la sécurité? Tout ça. Donc, dans ce terme-là, je vais vous dire, pour moi,
cette révision-là, on doit d'abord assurer la sécurité juridique. Okay? Là, il y a aussi un autre problème qui se pose dans cette révision des codes miniers. Je vous ai dit, le code minier de 2012 a été appliqué à combien de pourcents? De 2002. De 2002. De combien de pourcents? Parce qu'il faut évaluer, ça produit combien? Et qu'est-ce que ça servit à la République? Je vais vous dire une chose. Il faut que le secteur minier puisse améliorer aussi son administration. Parce que ce que nous constatons, moi je suis de la province minière, il y a maintenant le trifacélisme dans ce secteur. Il y a des entreprises qui fonctionnent sous les codes miniers. Il y a d'autres qui fonctionnent sous des conventions. Il y a d'autres encore qui fonctionnent sans convention, ni sous les codes miniers. Vous voyez? Ça fait désordre. Donc, c'est comme ça, les trois types d'entreprises qu'on retrouve dans le secteur minier. Mais ceux qui sont sous les codes miniers, ils les respectent et sont suivis à la loi. Est-ce qu'ils respectent, par exemple, ces entreprises respectent, par exemple, les clauses sociales, construire des écoles, construire des hôpitaux là où elles exploitent? Aussi, respectent-elles les normes environnementales? Je crois que le gouvernement a toutes les structures pour contrôler ça. C'est ça ce que je vous ai dit, entre autres, ce que j'ai trouvé mieux dans la révision de ce code minier. Ce code minier vient éclaircir sur ce point-là. Mais attention, les investisseurs ne viennent pas remplacer l'État. Les investisseurs ne viennent pas remplacer l'État. Mais ils viennent faire des affaires ici, ils produisent de l'argent ici. Ils doivent aussi laisser quelque chose régalienne. Ici pour les cahiers de charges, développer les communautés locales. Ce que vous disiez, oui. Ça c'est par rapport au cahier de charges de la communauté locale. Oui. Mais cela n'exclut pas la réclamation que moi je réclame de la redevance minière. Aujourd'hui, par exemple, depuis l'implantation de l'entreprise Kibali, le versement, c'est plus de 12 millions de dollars. Mais notre province n'a bénéficié rien. Allez voir les conditions. Ça dit la province du Haut-Ouélé. Du Haut-Ouélé. Nous n'avons pas de route. Le gouverneur Jean-Pierre Lola se bat avec les miettes de la province. Donc, nous n'avons pas de route de désert agricole. Et vous savez là-bas, avec la loi minière actuelle, là où il y a l'exploitation industrielle, on ne peut pas avoir l'exploitation artisanale. Donc, dans des concessions minières, les artisanaux doivent quitter. C'est comme ça, on est en train de déporter des villages, les gens doivent partir, mais ils vont vivre comment? Donc c'est un problème de gouvernance. L'agriculture. C'est un problème de gouvernance. S'il faut qu'ils fassent l'agriculture, ok, ou ils iront évacuer l'aire d'arrêt alimentaire. Problème, il n'y a pas de route de désert agricole. C'est comme ça, moi je m'érige à réclamer que les cahiers de charges, c'est une autre chose. Là, c'est les droits de la communauté locale qui réclament. Vous venez travailler chez nous, nous avons besoin de nous construire un dispensaire, de nous faire un puits d'eau, ceci, cela. Mais la charge de l'État, aussi, l'État doit penser que sa population est là-bas. Voilà. J'ai toujours dit, dans mes interventions, je le répète toujours, il faut que la paix sociale au Congo ne doit passer que par la bonne redistribution de revenus nationaux. Vous l'avez si bien dit, nous allons devoir boucler cet entretien. On a parlé de plusieurs ressources, eau, rivière, or, diamant, donc les ressources minières. On a parlé de terres arables, mais on n'a pas insisté sur une ressource capitale, c'est l'homme, la main-d'œuvre. L'homme, est-ce que vous avez l'impression que nous mettons l'homme au centre de tout ça, ici au Congo? Oui. Parlons justement de l'homme. Certains pensent qu'on devrait créer une classe moyenne au Congo pour justement
avoir les basiques de cette vie sociale que tout le monde souhaite. Oui, la classe moyenne, je crois, je le répète encore, le président de la République l'a dit, il faut créer une classe moyenne, il faut qu'on ait des capitaux congolais. Mais il faut savoir que cette classe moyenne-là existe. Excusez-moi, la fois passée, je l'ai dit au Parlement. Cette classe-là existe, mais les capitaux sont congelés à l'OGDEP ici. Ça, c'est vous parlez de la dette intérieure. La dette intérieure qui doit... Le gouvernement doit à ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont plus de travail, ils ne peuvent plus fonctionner, parce que les dettes intérieures ne sont pas payées. Durant les 5 ans, on s'est toujours bâti, pendant les débats du budget, équilibrer les paiements des dettes intérieures à ceux des dettes extérieures. On a beaucoup privilégié de payer les dettes extérieures que les dettes intérieures. Mais quand il y a eu la crise économique, voilà, nous-mêmes, nous n'avons plus de ressources. Parce qu'aujourd'hui, tous ces Libanais que vous voyez, tous ces Chinois, ok, les Indiens, ils ont leur pays. Hein. Un jour, ils peuvent prendre leurs capitaux dans nos banques ici, ils partent. Ok? Mais vous, vous êtes Congolais avec moi. Ok? Mais si nous avons une classe moyenne congolaise, ok? On ne peut pas, notre économie ne peut pas être dirigée à partir de l'étranger comme ça s'est fait aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable Patrick Tanzi Madrandele. Je rappelle que vous êtes député national, originaire du Haut-Ouélé, élu du Haut-Ouélé. Merci de nous avoir accordé cet entretien, tout en espérant qu'au niveau du Parlement, puisqu'il y a une motion en gestation contre le Premier ministre, vous n'allez pas quand même déstabiliser les institutions. Parlons du budget 2018. Bon, là c'est un problème. Je suis député. On ne nous a pas encore notifié. Si c'est encore au bureau. Le problème c'est quoi? Moi je ne peux pas parler aussi longtemps que je ne suis pas notifié. Nous, on nous transmet les documents. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu dans ma boîte, ok, ces documents-là, parce que tout document qui arrive, le président nous les transmet. Ok? Moi, je ne peux pas fier de rumeurs dans la rue, tout ça, il y a ça, il y a ça. Je ne peux pas dire un mot sur ça. Oui. Mais du moins, si j'ai les documents, c'est à ce moment-là que je vais faire mon travail parlementaire au sein du Parlement, pendant la rue. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce rendez-vous politique. Au prochain, toujours sur Antena. Bonsoir chez vous.